encore une fois l'honneur qui me sied aujourd'hui d'être parmi vous à cette place, en ce lieu et à cette date pour fêter ensemble le centenaire de l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie. Et je voudrais en cette occasion adresser mes félicitations les plus chaleureuses à toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de cette manifestation, à tout le personnel de l'INRAT, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont loin de nous et ceux qui ne sont plus avec nous, pour avoir contribué au bilan qui est dressé aujourd'hui pour commémorer le centenaire de cette institution. Alors on m'a demandé de faire une présentation sur la recherche agronomique en Tunisie, et je pense qu'on peut rester dans ce cadre en parlant du système national de la recherche agricole, avec quelques données historiques, son état actuel et surtout des perspectives pour le développer. Alors, quelques données rapides sur l'étape qui a précédé l'indépendance de la Tunisie. La recherche agricole en Tunisie est assez ancienne. Elle a débuté avec la création de 3 instituts que nous connaissons tous. L'Institut de recherche vétérinaire de Tunisie, qui était l'Institut Arloin, fondé en 1997. L'École coloniale d'agriculture, qui est par la suite devenue l'Institut national agronomique de Tunis, fondé en 1898. Et le service botanique de Tunisie, qui a progressivement évolué pour donner naissance à l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie, et qui a été bien sûr fondé en 1913. Nous avons aussi la station océanographique de Salammbô, qui a été fondée un peu plus tard, en 1924, et sur la base de laquelle a été développé l'actuel Institut national des sciences et technologies de la mer. Après l'indépendance, des efforts importants ont été consentis à l'appui de la recherche et de l'enseignement agricole, et des financements, des budgets importants ont été générés sur le plan national, mais aussi dans le cadre d'accords de dons avec différents partenaires étrangers, ce qui a permis le développement des structures existantes et la création de nouvelles structures. Alors, nouvelles structures de recherche, l'Institut de reboisement, qui est devenu l'Institut national des recherches forestières en 1976 et qui a fusionné avec le Centre de recherche du génie rural pour donner en 1995 l'INREF, l'Institut des régions arides, fondé en 1976, et l'Institut de l'Olivier, un peu plus récent, fondé en 1981. Plusieurs établissements d'enseignement, en fait j'en ai mis 7 ici, mais il y en a 8, ont été établis à partir donc de l'indépendance, en École nationale de médecine vétérinaire, l'Institut supérieur d'agriculture de Châtemarim, l'École supérieure d'ingénieurs en équipement rural de Djezzlbeb, l'École supérieure des industries agroalimentaires de Tunis, l'École supérieure d'agriculture du Kef, l'École supérieure d'agriculture de Mogran, l'École supérieure d'agriculture de Matre, et enfin, j'ai oublié de le mettre, mais je me rappelle, l'Institut supérieur de la pêche et de l'aquaculture de Bizerte. Alors, jusqu'en 1990, les structures de recherche et d'enseignement supérieur existantes étaient regroupées au sein de la direction de l'enseignement, de la recherche et de la vulgarisation. Et celle-ci gérait les établissements de recherche, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle qui était à l'époque une formation secondaire agricole en partie, et la vulgarisation, autant dire un domaine extrêmement vaste. À partir de 1990, et dans le cadre d'un programme qui a été initié par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de la Banque mondiale, il y a eu une réorganisation du système national de la recherche, de l'enseignement supérieur agricole et de la vulgarisation, et la direction de l'enseignement, de la recherche et de la vulgarisation a donné naissance à 2 entités indépendantes, l'IRESA et l'Agence de la vulgarisation et de la formation agricole, et tous deux étaient appelés à collaborer, ou sont appelés à collaborer, dans le cadre de la conception donc, de cette division pour la diffusion des nouveaux acquis de recherche, et ceci en partenariat avec les structures professionnelles. Alors, je vais maintenant parler de l'IRESA. Comme vous le savez tous, c'est un établissement à caractère c'est un établissement public à caractère administratif qui a été officiellement créé par une loi datant de 1990. Alors, quelques mots importants, quelques mots-clés de la mission de l'IRESA, donc la promotion de la recherche agricole, la liaison entre les structures de recherche et d'enseignement, la vulgarisation et les producteurs, l'élaboration de programmes de recherche agricole et l'obtention des budgets nécessaires, le suivi de l'exécution, la coordination, l'évaluation dans un contexte de complémentarité entre établissements.
cette mission comporte aussi d'autres activités, en particulier celle de mettre au service de l'agriculture et du développement agricole les établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Alors il est évident que cette mission qui date des années 90 doit être développée. On n'y retrouve pas les notions d'expertise, les notions de production de connaissances dans le domaine scientifique agricole. On n'y retrouve pas de manière clairement exprimée les besoins de la société. On y retrouve donc les besoins exprimés par l'État en termes de production, et donc on est dans un système qui était qui était bien valable dans les années 90, mais qui a évolué aujourd'hui avec les nouveaux modes de gouvernance, et surtout après les derniers événements qui se sont passés en Tunisie. Et donc c'est une mission qui est bien sûr à développer et à mettre dans une dynamique évolutive qui est en phase avec les conditions de l'époque actuelle. Alors, quelques mots sur les établissements sous tutelle de l'IRESA. Donc on a 6 instituts de recherche, 4 centres de recherche régionaux et 2 pôles régionaux de recherche et de développement agricole qui n'ont pas d'autonomie et qui sont gérés dans le cadre de l'IRESA, 11 instituts et écoles d'enseignement supérieur agricole et des pépinières d'entreprises qui sont hébergés soit dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, soit dans certaines structures ou établissements de recherche. Alors, sur le plan de la distribution géographique, nous voyons ici que les centres de recherche couvrent une bonne partie du territoire national. Cela va donc des gouvernorats du Nord, en particulier la région de Béja, jusqu'à la région de Médine. Il faut savoir aussi que ces centres de recherche ont des stations qui sont disséminées sur des parties plus larges du territoire. Je pense par exemple au cas de l'INRAT, au cas de l'INRGREF, de l'Institut de l'Olivier, qui est implanté ici, et de l'IRA Médine, qui a des stations dans les différentes régions du sud tunisien. Autant dire donc que, en termes de présence, le système est présent dans les différentes régions du pays, et c'est un avantage très important dans le cadre donc d'une valorisation des potentialités de ce système de la recherche. Alors je passe maintenant à quelques données sur les structures d'encadrement de la recherche au sein de l'IRESA. Donc nous avons une direction de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes de recherche, et depuis les années 95, il y a eu l'initiative dans le cadre d'un projet qui était financé par la Banque mondiale de créer des pôles régionaux de recherche-développement, 6 pôles régionaux dans les différentes zones agroécologiques du pays, dans l'optique d'identifier, de réaliser, d'assurer la coordination et la valorisation des activités de recherche et développement dans les régions. Donc, dans le but de rapprocher la recherche des régions. Ces pôles ou cette expérience de création des pôles de recherche régionaux de recherche-développement a abouti à un constat qui était plutôt un constat d'échec ou d'inefficacité dans le cadre d'une étude interne en 2000. Plusieurs raisons expliquent ce manque d'efficacité, et j'en cite ici les plus importants. Une chaîne de commande et un problème d'autorité qui n'était pas clair, puisque nous avons des structures qui sont censées coordonner la recherche à côté d'institutions nationales qui ont aussi cette mission et qui ont parfois une autorité et une position hiérarchique plus forte que celle des directeurs des pôles. Une coupure des établissements de recherche du terrain, puisqu'on a créé une étape supplémentaire par laquelle doit passer le chercheur, alors que naturellement il allait tout droit vers le terrain. Donc il y a un problème d'acceptabilité et de perception de l'utilité par les structures de recherche. Un conflit de mission pour la programmation de la recherche, l'identification de la recherche, et aussi des moyens logistiques et humains qui n'étaient peut-être pas suffisamment avancés pour permettre une bonne réussite de cette expérience. Et de ce fait, ces pôles régionaux de recherche-développement ont évolué à partir donc des années 2000 vers la régionalisation et leur transformation en centres régionaux de recherche agricole qui ont un statut d'autonomie, en particulier dans les gouvernorats de Béja, Sidi Bouzid, Chafmalib et Gesh, avec actuellement 2 pôles qui restent encore à l'état résiduel et pour lesquels donc, on doit trouver donc, un positionnement qui valorise ces structures et leurs ressources humaines de manière plus efficace dans le système. Alors je passe maintenant à quelques grandes lignes des caractéristiques ou des particularités de la programmation de recherche au sein de l'IRESA. Alors les grandes lignes directrices sont définies dans le cadre de plans
de développement de la recherche agricole, avec un premier plan qui a eu lieu dans les années 92-97 en accompagnant le 8e plan de développement du secteur agricole, et une première stratégie décennale qui a été établie en 1999-2008 et qui a permis de définir 10 priorités de recherche dans différents domaines de l'agriculture, donc différents domaines importants de l'agriculture en Tunisie. Et cette identification de stratégie décennale pose le jalon d'une vraie approche qui peut être développée pour mettre en place des stratégies futures de recherche ciblant le moyen, le long terme en Tunisie. Alors la définition dans le cadre de ces lignes directrices, nous avons aussi une esquisse d'une deuxième stratégie décennale qui avait été à l'époque lancée pour la période 2009-2019 et qui a permis en particulier de réactualiser des priorités de recherche pour 13 domaines prioritaires, donc avec des domaines supplémentaires, en particulier l'agriculture biologique, la transformation, donc tout ce qui est agro-industrie et la protection des plantes et la qualité des produits agricoles. Alors il faut savoir que ces stratégies ces grandes lignes directrices font l'objet d'un développement stratégique opérationnel qui est exercé au sein des commissions de programmation et d'évaluation de la recherche agricole, les CPIRA, qui ont été créées en 1998 avec un amendement en 2010. Et ces CPIRA regroupent des spécialistes matières du système et externes au système, des représentants des structures de développement, des directions techniques, de la profession et de l'interprofession, et ceci pour les missions suivantes: établir donc les critères de priorité pour les programmes et les projets de recherche qui s'insèrent dans le cadre des grandes lignes directrices de la stratégie, d'évaluer les programmes et les projets, pertinence par rapport à la stratégie, adéquation des moyens avec les objectifs, cohérence entre les projets d'un même programme, donc nous retrouvons même des aspects de coordination, mais aussi d'évaluer les résultats, le potentiel de valorisation des acquis et la continuation donc future de ces travaux de recherche. Alors je voudrais souligner ici à cet effet que cette expérience de CPIRA est une expérience qu'il va falloir bien valoriser maintenant et bien capitaliser, pour peut-être penser à une évolution de ces CPIRA vers peut-être des collèges de spécialistes qui regroupent tous les intervenants ou tous les appartenants à un domaine disciplinaire particulier et qui sont propres à notre système, avec tous les autres intervenants qui sont concernés par ces aspects-là et qui se retrouvent en dehors du système, pour essayer donc de créer un petit peu des sortes de départements où on réfléchit sur les stratégies de recherche. Et de se mettre tous en commun, donc de faire participer tout le monde dans le cadre peut-être d'approche avec des ateliers de réflexion de l'ensemble des spécialistes du système. Alors dans le cadre de cette activité, donc, des programmes de recherche ont été définis pour la période 2009-2013, si vous voulez, un petit peu dans le cadre d'une période intermédiaire entre deux grandes stratégies décennales, avec des projets fédérateurs qui tournent autour de thèmes prioritaires pour le pays, avec 40 projets, 150 actions de recherche, des projets de recherche, plutôt des projets de recherche fédérés qui tournent autour de 5 grands thèmes prioritaires de recherche divisés en 49 actions, des projets fédérateurs qui ont été identifiés en particulier avec l'ECPIRA et les différents partenaires impliqués dans le développement agricole, 40 projets, 150 actions, des projets de recherche-développement qui ont été initiés avec des thématiques proposées par les groupements interprofessionnels. Nous avons aussi un projet de la Banque mondiale qui s'intéresse essentiellement à l'eau, et un projet développé contre une maladie émergente à l'époque, la tuta absoluta, et qui comporte 4 actions de recherche. Donc nous voyons en particulier une très grande multiplication des actions de recherche. Est-ce que c'est une chose à conserver ou à faire évoluer? Peut-être qu'on a intérêt aujourd'hui à se regrouper dans des projets à financement et à budget important. On ne peut pas peut-être continuer à faire de la recherche avec de petits budgets et de petites actions de recherche. On pourrait faire la critique que cette année l'IRESA continue à le faire avec l'appel qui a été lancé, mais il faut savoir que c'est une étape qui était difficile à gérer, une étape intermédiaire où nous avons des pressions importantes pour utiliser un financement qui était disponible, et en attendant la redéfinition de la stratégie de recherche agricole, nous avons opté pour continuer un petit peu à nourrir la dynamique
la dynamique de la recherche dans nos structures en finançant des projets de recherche-développement basés sur des besoins exprimés par les groupements interprofessionnels et les directions techniques et la profession. Alors, je ne vais pas passer dans le détail des programmes de recherche fédérés, je pense que la plupart d'entre nous les connaissent, et je vais aller directement à une autre composante de la recherche, celle des programmes financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et qui constitue une part importante des activités et des programmes de recherche dont bénéficie le système de la recherche agricole. Alors, nous avons un total de 29 laboratoires de recherche qui sont financés par l'enseignement supérieur, 10 unités de recherche qui sont essentiellement établis dans des établissements d'enseignement. Alors, les 29 laboratoires de recherche sont essentiellement répartis en majorité au sein de structures de recherche, où ils sont financés au travers de contrats-programmes établis avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et 8 laboratoires de recherche qui sont installés dans des établissements d'enseignement. Alors, ces programmes de recherche sont formulés sur la base d'appels d'offres qui sont du ressort du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce qui pose ici un problème peut-être de coordination à l'échelle nationale des appels d'offres qui intéressent la production et le domaine agricole. Double évaluation des propositions par l'ECPIRA et l'ECNEAR, et là aussi il y a des choses à revoir. Des contrats-programmes, comme je l'ai annoncé, pour les établissements de recherche. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le financement de ces laboratoires et de ces unités génère finalement un budget qui est supérieur à celui qui est alloué à la recherche agricole par le ministère de l'Agriculture. Et si on fait un petit comparatif pour l'année 2012, le ministère de l'Agriculture avait débloqué un budget d'environ 2 millions de dinars tunisiens pour l'ensemble des activités de recherche de l'IRESA, alors que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait donné un budget de 3 150 000 dinars pour les seuls instituts de recherche de l'IRESA. Si on ajoute les structures d'enseignement, on approche des 4 millions de dinars. Donc c'est pratiquement le double. Et on voit là qu'à partir donc, de cet indicateur très simple, il est urgent pour nous d'assurer une bonne coordination, une bonne gestion des appels de recherche, des évaluations des activités de recherche avec l'enseignement supérieur. Dans un petit pays comme la Tunisie, on ne peut plus se permettre de travailler en ordre dispersé. C'est de la mauvaise gestion. Alors, je n'ai pas parlé ici des projets de coopération internationale. Je me suis essentiellement donc concentré sur le financement national et j'ai vu que dans les présentations, il y avait donc des interventions qui allaient concerner un peu ces aspects-là, en particulier la contribution de certains organismes internationaux à l'appui à la recherche agronomique. Alors, quelques données sur les principaux acquis. Donc, on a des acquis qui sont intéressants, mais qui manquent peut-être de valeur, certainement de valorisation. C'est un aspect extrêmement important et très complexe sur lesquels nous devons travailler. Donc des paquets agronomiques qui sont disponibles et qui ont été validés pour différents domaines de l'agriculture, des brevets nationaux et internationaux, des obtentions végétales dans le domaine des grandes cultures, de l'arboriculture, du maraîchage, et des accords d'exploitation commerciale d'obtention végétale qui posent encore certains problèmes compte tenu de l'absence de métiers en rapport avec ces activités au sein aussi bien du ministère de l'Enseignement supérieur que de l'IRESA au sein de l'agriculture. Alors je voudrais maintenant parler, et c'est peut-être la partie la plus importante, des réflexions, de certaines réflexions pour l'avenir, réflexions que je voudrais partager avec vous parce que nous avons un défi énorme à relever ensemble. Un défi énorme et une responsabilité très lourde envers les générations futures. Si on parle de durabilité, la durabilité peut être très facilement définie comme le transfert d'acquis d'une génération à une autre, ne générant pas d'effets collatéraux négatifs, et donc qui sont facilement appropriés et améliorés par les générations futures. Alors nous devons penser que l'avenir nous pose un défi énorme, celui d'un nouveau contexte alimentaire et bioclimatique qui sont préoccupants. Et les questions de sécurité alimentaire ont tendance actuellement à évoluer pour certaines spéculations vers la souveraineté alimentaire, vers le changement d'habitudes alimentaires, etc. Et donc des questions fondamentales pour la survie de nos sociétés. Et je pense qu'en termes de priorité, le principal défi à relever, c'est celui de la gouvernance du système de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole. Pourquoi ? Parce que si on analyse un peu les contraintes
les facteurs d'inefficacité que nous vivons actuellement, que nous avons vécu, que nous continuons à vivre. Et il s'agit essentiellement de problèmes de valorisation, de problèmes de contraintes bureaucratiques, de problèmes de facteurs de démobilisation des enseignants et des chercheurs, donc essentiellement une question centrale qui est celle de la gouvernance. Cette question de la gouvernance constitue l'étape primordiale et l'étape primaire de la réforme du système. On ne pourra pas valoriser la recherche, valoriser l'enseignement supérieur si cette question n'est pas adressée, n'est pas analysée et traitée avec objectivité et avec donc une approche rationnelle. Et donc nous devons ensemble travailler pour transformer notre système en une machine qui est capable de tenir des défis. C'est là le problème. Nous devons être capables de tenir des défis. Alors, capables de tenir des défis, donc on a une machine qui tourne, mais il faut être aussi capable d'améliorer la pertinence de la planification stratégique et opérationnelle de la recherche. Donc gestion, capacité de gérer scientifiquement et techniquement un défi important, poser les bonnes questions, identifier les bonnes contraintes et fournir les bonnes propositions de solutions qui deviendront donc des programmes et des projets de recherche, et la capacité, travailler sur la capacité du système à valoriser ses acquis. Alors je sais qu'une grande partie de ces questions ont été posées avant moi par les présidents qui étaient là, mais à l'époque, et ils pourront en témoigner, on n'avait pas toute la latitude de manœuvre que l'on voulait. Alors autant profiter de l'étape actuelle, du climat qui a un peu changé dans le pays, pour poser les vraies questions et apporter les bonnes solutions à ces questions. Alors je voudrais peut-être développer un petit peu certains points qui concernent les trois questions que j'ai évoquées. Pour la question de la gouvernance, je pense que nous devons transformer nos administrations, que ce soit au niveau central de l'IRESA et au niveau des établissements, en véritable administration d'appui à l'enseignement et à la recherche. On n'a pas besoin de photocopier des DAF de ministères. On a besoin de développer des compétences administratives qui sont ouvertes sur la recherche, ce qui suppose une ouverture de nos capacités administratives sur les problématiques et les enjeux de la recherche et une ouverture de l'enseignant-chercheur, du chercheur, sur les nécessités d'une bonne gestion. Sans ces échanges, on ne pourra pas aller loin. Et, par exemple, un secrétaire général d'un grand établissement de recherche ou de l'IRESA doit être en mesure de présenter la stratégie de recherche générale de son institution. S'il ne la comprend pas, il ne va pas travailler sur un plan administratif pour les besoins de la recherche. Il va faire une administration qui est isolée du contexte dans lequel elle est censée servir. Et donc nous devons résoudre ce problème ensemble. Donc nous devons avoir une nouvelle vision des organigrammes et des missions de nos institutions à l'échelle centrale et à l'échelle donc des établissements, d'un nouveau positionnement et de nouveaux statuts, tout en identifiant les prérequis nécessaires pour ces mutations. On ne peut pas passer d'un statut à un autre sans avoir des compétences et un personnel administratif qui est capable de s'adapter à ces modifications de statut. Je pense par exemple du passage d'un système EPA, établissement public à caractère administratif, que nous vivons tous, vers un système par exemple EPLA ou EPIC, comme l'Institut des régions arides. Les systèmes de comptabilité sont différents, les systèmes d'organisation de l'administration sont différents, et il faut s'y préparer convenablement si on veut réussir le défi. Donc nous allons avoir à identifier de nouveaux métiers, de nouvelles compétences dans notre administration, une nouvelle organisation du travail, et de passer à une étape qui est essentielle, c'est celle de la décentralisation. Décentralisation, si on fait aujourd'hui le bilan des documents que nous traitons à l'IRESA, c'est des milliers par mois. Mais c'est des milliers de documents qui pourraient plus être traités au niveau des institutions. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'IRESA? On est noyé par la routine et on oublie l'exercice de la tutelle. Tout ce qui est coordination, suivi, évaluation, réflexion stratégique, analyse prospective, tableau de bord de la recherche de l'enseignement supérieur, on arrive à l'oublier sous la pression de ces immenses piles de parapheurs avec des documents d'administration courante. Donc on doit renforcer les capacités des administrations, des établissements sous tutelle pour décharger l'IRESA. C'est la même question pour l'université, c'est le même défi, pour leur permettre d'être de vraies structures de tutelle et non pas des courroies de transmission comme c'est actuellement le cas, et c'est dévalorisant pour nous tous. Gouvernance, parler gouvernance et aussi parler de tableau de bord et de matrice
de matrice décisionnelle pour les orientations de l'évaluation, l'accompagnement et la définition des politiques d'enseignement et de recherche, politiques et stratégies, donc des indicateurs quantitatifs et qualitatifs génériques qu'on peut trouver sur le site de l'OCDE, on peut s'en inspirer, mais aussi des indicateurs qui sont propres à nos objectifs. Évaluation d'impact de la recherche, indicateurs de parcours professionnel. Par exemple, on parle beaucoup du ratio entre production académique et production en développement, en particulier pour les chercheurs. Et il peut y avoir des approches objectives avec des indicateurs spécifiques à nos conditions, des matrices d'aide à la décision pour les stratégies. Alors je voudrais ici peut-être insister sur un élément très important, c'est que cette question de gouvernance et de son organisation doit être organisée autour d'une idée centrale. Et dans le cadre de ce que nous voyons en Tunisie, on peut proposer que cette gouvernance soit organisée autour d'un thème central qui est celui du développement agricole et de la sécurité alimentaire durable. C'est deux concepts clés, deux concepts essentiels, et la discussion pourra continuer donc dans le cadre des ateliers consacrés à cette question de gouvernance. Valoriser les établissements de recherche dans un véritable système, donc avec une interaction positive, en synergie, en coordination. Donc, comment évoluer harmonieusement et organiser harmonieusement le système en allant du national vers le régional? C'est une question qui a longtemps été posée et à laquelle nous devons trouver une réponse claire avec objectivité. Je passe maintenant à la pertinence des stratégies et des programmes de recherche avec quelques grandes lignes directrices. Comment mieux identifier le besoin de la société en Tunisie? On a toujours eu des programmes de recherche alimentés par l'État. Actuellement, il faut s'ouvrir plus sur les composantes non étatiques, les ONG, les structures professionnelles, les organismes professionnels, les syndicats. Alors je sais qu'eux-mêmes sont en cours de construction, on n'a pas forcément à l'état actuel des choses une remontée claire de thématiques de recherche qui concernent les professionnels, mais il faut mettre en place les bonnes interfaces. Définir une vision à long terme d'une recherche agricole intégrant horizontalement le concept de durabilité, et on a tendance actuellement à parler dans le domaine international non plus de durabilité dans des thématiques de recherche, mais de durabilité de la science, sustainability of science. Donc identifier les programmes de recherche, les thématiques de recherche, en intégrant déjà la question de la durabilité. Identifier les défis, les contraintes implicites et explicites pour fournir une réponse adaptée à la recherche. Et on peut définir ensemble des matrices qui regroupent un petit peu ces différents aspects. Toujours dans le même cadre, est-ce qu'on peut évaluer ensemble l'expérience d'ECPIRA et la faire évoluer et la valoriser, la capitaliser? Est-ce que l'approche thématique d'identification d'ECPIRA est actuellement adaptée à la complexité de la réalité? Peut-on définir des programmes de recherche sur des thématiques qui sont définies par convenance par rapport à notre spécialisation? Est-ce que c'est vraiment la réalité? S'agit-il de l'approche de convenance? Évoluer vers une organisation fédératrice de la recherche, intégrant par exemple des domaines distincts concernant des éléments clés. Par exemple, je donne un exemple ici de l'alimentation. Si on pense protéines, on peut mettre dans un même paquet, dans un même grand programme, les légumineuses, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Tous produisent des protéines pour l'alimentation humaine, et développer la recherche prospective et l'innovation de rupture pour faire évoluer nos systèmes agricoles vers de nouveaux systèmes de production plus durables. Capacité du système à valoriser ses acquis, travailler sur les chaînes de valorisation, mission du chercheur en termes de vulgarisation, personne ne le sait. Quelle est notre mission en termes de vulgarisation? On nous fait toujours des critiques, mais personne n'a défini ce que doit faire le chercheur en termes de vulgarisation. Quels sont les autres acteurs? Quels sont les chaînons manquants? Et il y en a. Identifier les contraintes à l'appropriation par les end-users, les problèmes d'acceptabilité et d'applicabilité, et des aspects réglementaires pour valoriser la recherche, les business plans, les patentes, etc. Donc un nouveau métier que nous n'avons pas à l'IRESA, et la promotion des acquis auprès des utilisateurs potentiels, et je parle surtout du secteur commercial, du secteur privé, marketing et communication avec les différents opérateurs. Alors en conclusion, je pense que nous avons en Tunisie un système de la recherche qui est bien pourvu quantitativement et qualitativement sur le plan des infrastructures, sur le plan de la logistique et surtout des ressources humaines. Nous avons pratiquement 800 enseignants-chercheurs avec les nouveaux recrutements actuels, à peu près moitié-moitié entre enseignants et chercheurs. Nous avons un système qui a permis d'améliorer sa visibilité à l'échelle internationale avec plus de publications, et c'est un élément très important.
des problématiques de gouvernance qui ont déjà été appréhendées, et je pense surtout, moi, aux stratégies décennales que l'on peut refaire évoluer sur de nouvelles bases, des grandes potentialités d'effectivité, plusieurs cas de réussite, même si la valorisation reste faible, et ceci, donc, nous indique que la réforme et l'amélioration du système est nécessaire en vue de la sécurité alimentaire nationale, et c'est un enjeu qui se positionne à un niveau suprapolitique, à un niveau de consensus national fort. Il y va de la sécurité alimentaire du pays. Je vous remercie pour votre attention.